Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast de la GOF. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Michael Guetta, pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital américain de Paris. Spécialiste de la périnatalité, il accompagne les femmes enceintes et les jeunes parents dans les défis psychologiques de la parentalité. Dans cet épisode, nous levons le voile sur la psychiatrie du péripartum, des troubles anxieux à la dépression postnatale, un épisode pour affiner le dépistage en consultation d'obstétrique. Bonjour Dr Guetta, bienvenue sur le micro des gynécos. Merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui pour discuter psy et grossesse postpartum, impact sur la maman et son bébé. Bienvenue. Merci, bonjour. Si vous êtes d'accord, on peut commencer à introduire le sujet avec des notions peut-être d'épidémiologie sur la dépression du postpartum et la dépression anténatale. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, on va parler de la dépression, j'imagine, du postpartum de la mère. Ce qui est intéressant et ce qui est peut-être aussi plus nouveau dans la littérature scientifique sont la dépression des pères. Mais je vais commencer évidemment par ce qui est le plus fréquent. On considère que la dépression périnatale, ça concerne quasiment une femme sur 5. Donc, quand on dit périnatale, on inclut la dépression prénatale, c'est-à-dire le fait d'être déprimé pendant la grossesse, et puis la dépression du postpartum qui est, elle, plus connue et qui apparaît pour la première fois pour certaines mamans, justement une fois que le bébé arrive. Donc il y a soit des femmes qui ont un terrain, on va dire, à risque de dépression, soit des femmes qui développent un premier épisode de dépression dans le postpartum. Et donc ça concerne, en fonction des études et en fonction de la sévérité des critères de la dépression, en général une femme sur 5. Et ça concerne aussi, et ça c'est des données qui sont quand même plus récentes, 1 père sur 10, en tout cas pour la partie dépression du postpartum. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait le lit de la dépression du postpartum et en particulier tous les troubles psychiques et les troubles psychiatriques au sens large et notamment en premier lieu les troubles anxieux, qui concernent une bonne partie de la population générale, qui sont des facteurs de risque de développer une dépression du postpartum. Donc ça, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque importants dans ce contexte? Alors, les facteurs de risque les plus importants sont les facteurs de risque psychiatriques, c'est-à-dire avoir fait une dépression par le passé, avoir fait ou pas des tentatives de suicide aussi, ça, ce sont des facteurs de risque importants. Les antécédents familiaux sont des facteurs de risque. Et puis, comme je vous disais, les troubles anxieux, le fait d'avoir un trouble anxieux, par exemple, généralisé tout au cours de la grossesse, ça, c'est malheureusement un excellent terreau pour faire une dépression plus tard. Et puis après, il y a des facteurs de risque qui ont un impact qui peut être moindre statistiquement, on va dire, mais qui est quand même impactant, c'est les facteurs de stress particuliers, notamment on va dire les complications obstétricales, le fait de ne pas avoir une grossesse qui était anticipée ou en tout cas choisie et désirée, et puis les facteurs de risque psychosociaux au sens large, c'est-à-dire le fait d'être isolé et le fait d'avoir un faible étayage, en tout cas, c'est un facteur de risque en soi de dépression du postpartum. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant quand on s'occupe de mères qui sont à risque de dépression du postpartum, très tôt et le plus tôt possible, de pouvoir avoir une idée de l'étayage, soit au sein du couple, soit au sein de la famille, soit la famille élargie, soit même au sein d'une communauté, par exemple. Et donc pour prévenir, parce que c'est ça qui intéresse, je pense, les praticiens, qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir la dépression du postpartum? C'est dès le début, dès la grossesse, voire parfois en anténatale, se poser la question: quel type d'étayage on va pouvoir mettre en place pour éviter que la dépression arrive et si une dépression arrive, pour faire en sorte qu'elle dure le moins possible et qu'on puisse surtout aider les personnes à tirer la sonnette d'alarme si elles sentent qu'elles vont pas bien, vous voyez? Oui, je vois. Et par exemple, vous repérez quoi comme signaux d'alerte? Beh, disons que sur la partie grossesse, il y a 2 cas de figure. Soit les personnes sont asymptomatiques et c'est surtout les facteurs de risque qu'on doit repérer, qu'on vient de citer, et soit la personne est symptomatique et le cas le plus fréquent, c'est une anxiété qui est majeure, sachant qu'on sait qu'il y a il y a 2 pics d'anxiété au sein de la grossesse qui sont, on va dire, naturels. Au premier trimestre de la grossesse et en général, ça, ce sont des anxiétés spécifiques du premier trimestre de grossesse et on va dire la crainte principale, c'est de faire une fausse couche, ça en général. Et puis il y a un deuxième pic d'anxiété au sein de la grossesse qui est un pic au sein d'une 3e trimestre et là, le type d'anxiété maternelle est en général un peu différente. Pourquoi? Parce que les mères craignent à ce moment-là, soit
des conséquences de l'accouchement. Elles craignent de voir leur corps être détérioré ou voire abîmé. Elles craignent aussi avoir un enfant pas en bonne santé, voire un enfant handicapé, voire même il y a des préoccupations au sujet du physique. Est-ce que mon fils ou ma fille va être beau ou belle? Ça peut paraître trivial, mais parfois ça peut être des choses qui sont préoccupantes. Et en vous disant ça, d'ailleurs, je pense à une patiente qui a eu des relations, on va dire, extra-conjugales avant de tomber enceinte et elle savait pas du tout qui était le père de son enfant. Est-ce que c'était son conjoint actuel ou est-ce que c'était finalement un autre partenaire qu'elle avait eu? Et donc tout au long de la grossesse, elle était extrêmement anxieuse de se dire: «Ouh là là, comment va sortir mon enfant?» Je crois que je sais plus si c'est son conjoint, ou en tout cas le type avec lequel elle avait eu des rapports qui étaient pas de la même couleur qu'elle et donc elle se disait: «Oh là, je sais pas comment va sortir mon enfant», quoi. Vous voyez? Donc là, c'est alors c'est un cas un peu particulier, mais pour vous dire que les types d'anxiété spécifiques en premier trimestre et en troisième trimestre de grossesse sont en général assez différentes, quoi. Et pour le postpartum, donc les signaux qui doivent t'alerter, et ça, c'est pas uniquement les psys évidemment, c'est tous les professionnels, on va dire de la santé périnatale. Beh, évidemment, ce sont des problèmes déjà des fonctions instinctuelles, c'est-à-dire, des problèmes d'appétit, dans un sens ou dans un autre, des problèmes de sommeil, même si c'est difficile parfois quand il y a un bébé qui vient de naître d'arriver à faire la différence entre. Oui, la physiologie, oui. Mais une des questions qu'on peut poser spécifiquement sur le sommeil, c'est: est-ce que quand votre bébé dort et que, lui va bien, que finalement la maison est calme, vous arrivez à dormir ou est-ce que pas du tout? Donc ça, c'est quelque chose qui doit quand même être un signal d'alerte. Il y a le niveau d'anxiété globale aussi qu'en général les personnes arrivent à dire, c'est-à-dire quand on leur pose la question, en général, ils savent dire s'ils sont anxieux ou pas. Et puis il y a les signes qui peuvent être plus inquiétants, c'est-à-dire, le fait d'avoir du mal à s'occuper de son bébé, d'avoir une tendance à la dépréciation, à l'autodépréciation qui est, quasi quotidienne, d'avoir l'impression de ne pouvoir jamais, réussir et dans les cas les plus extrêmes, avoir carrément des idées noires, des idées suicidaires ou en tout cas une tristesse qui, perdure tout au long de la journée, quoi, vous voyez? D'accord, oui. Le diagnostic, se fait à l'aide d'échelles particulières, de scores, Alors, le diagnostic en général, c'est un diagnostic qui est clinique, mais il y a une échelle qui est bien connue par, les professionnels en général, qui s'appelle l'échelle d'Édimbourg, qui permet de dépister, on va dire de manière assez large, les dépressions du postpartum et même les dépressions, périnatales au sens large. Donc, c'est une échelle qui est intéressante parce qu'elle est composée de 10 questions qui sont en général extrêmement simples. Du type: est-ce que, ces derniers temps, vous voyez plutôt la vie du bon côté ou plutôt pas du bon côté? Est-ce que vous avez tendance à rire ou pas, dans votre journée? Et finalement, ces questions simples, elles ratissent tellement large qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un score qui est, supérieur à 10 ou 12, qui est considéré comme un facteur de risque de dépression du postpartum, mais qui vont pas forcément avoir une dépression du postpartum. Donc finalement, elles ratissent large. En général, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez un score qui est très faible, il y a peu de chances que vous fassiez une dépression du postpartum. Mais c'est un auto-questionnaire, c'est-à-dire que les personnes peuvent le faire elles-mêmes. Donc ça peut être un outil qui est utile non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les personnes qui sentent parfois, qu'elles peuvent être fragiles, quoi. pratique parce que c'est rapide, quoi. Tout à fait, c'est rapide et ça se trouve sur, internet et puis il y a pas besoin d'un professionnel, pour l'interpréter parce que c'est un score, on va dire, mathématique, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliciter les différences, sémiologiques entre la dépression anté et postnatale, enfin péripartum Mmh. et la dépression de manière générale? Alors, c'est vrai qu'il y a certains points qui diffèrent entre la dépression du postpartum et une dépression dite, caractérisée plus traditionnelle, hors période, périnatale. Le premier point qui me vient en tête, c'est celui de l'estime de soi. En général, quelqu'un qui est déprimé, il a une baisse de l'estime de soi, en tant que personne. Et là, ce qui va être différent dans la dépression du postpartum, c'est qu'il peut avoir une baisse de l'estime de soi, mais surtout, il y a une baisse de l'estime de soi, surtout dans les capacités maternelles. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir une mère qui dit: «Je n'y arriverai jamais, je suis la pire mère sur terre», alors que dans les faits, quand on demande par exemple au conjoint ou à la famille: «Est-ce que vous trouvez qu'elle s'occupe bien de son enfant?» Ils vont vous dire: «Oui, tout à fait, elle fait les choses bien, mais elle a toujours l'impression de mal faire». Et donc ça peut avoir un impact et c'est ça qui m'intéresse moi en tant que pédopsychiatre, sur, les interactions entre la mère et le bébé. Parce qu'évidemment, si une mère a l'impression de toujours mal faire, ça peut avoir un impact sur son enfant puisqu'elle va se dire: «Bah, je vais arrêter de faire ci ou de faire ça, ou je vais faire différemment», alors qu'elle, faisait déjà bien, quoi. Donc ça doit être encore une fois un signe d'alerte quand il y a une perte de l'estime de soi en tant que maman.
Et ça, en général, si on pose la question de manière explicite, les personnes savent très bien dire: «Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne maman?» Les gens savent très facilement répondre à cette question. Donc ça peut être une manière détournée, on va dire, de chercher les critères de dépression du postpartum, de poser cette question-là, et je pense que c'est un élément très important. Le deuxième point, c'est, ce qu'on observe souvent dans la dépression traditionnelle, c'est un ralentissement psychomoteur. C'est-à-dire le fait d'avoir les idées qui vont un peu moins vite, d'avoir une diction un peu plus lente et d'avoir même une motricité plus globale, ralentie. Ce qu'on voit pas forcément chez les femmes, enceintes ou les femmes qui viennent d'accoucher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait par le passé, la dépression du postpartum, un des noms qui lui était donné, c'est une dépression souriante. C'est-à-dire qu'une personne qui a priori, se sent plutôt bien, arrive avec un grand sourire en consultation, ce qui est rarement le cas d'une personne qui est, quand même classiquement déprimée. Et puis après, lorsqu'on gratte, lorsqu'on discute plus en détail, on voit qu'il y a une réelle dépression qui s'instaure derrière. Et ça, c'est fort probable qu'il y ait aussi une part, on va dire, sociale, qui fait que une personne qui, est très déprimée dans les mois qui suivent le postpartum, se dit consciemment ou inconsciemment que c'est pas normal parce que normalement, on devrait être très content d'avoir un enfant, et on a en tête quand même que ça doit être, la plus belle période de la vie, qu'il y a rien de plus beau que donner, un enfant au monde. Or, c'est pas toujours la réalité, et pour une bonne partie des femmes d'ailleurs, c'est pas tout à fait la réalité de ce qu'elles vivent, quoi. Ce qu'on voit dans la dépression du postpartum parfois, c'est une aggravation des symptômes lorsque le soir arrive, tandis qu'en général, dans une dépression plus classique, c'est au matin, dès qu'on se réveille et qu'on se rend compte qu'il va y avoir une journée qui va être très longue, qu'on a tendance à avoir des symptômes qui s'aggravent. Et dans la dépression du postpartum, une des hypothèses qu'on peut émettre, c'est que le soir arrivant, on sait que le bébé n'est pas du tout réglé, va nous faire passer une nuit d'enfer, et donc ça peut augmenter l'anxiété et en tout cas augmenter les symptômes dépressifs. Pareil pour les difficultés d'endormissement qui sont souvent présentes dans la dépression du postpartum, tandis que dans la dépression traditionnelle, ce qu'on observe assez souvent, c'est un réveil matinal précoce. C'est-à-dire que les personnes, au lieu de se lever tous les matins à 7 heures, elles ouvrent grand ouverts les yeux à partir de 4 heures, et elles n'arrivent plus du tout à se rendormir. Un des éléments importants aussi, c'est la labilité émotionnelle, c'est-à-dire que, en général, dans un épisode dépressif, là aussi classique, on a une humeur qui est constamment basse. Or, dans la dépression du postpartum, il peut y avoir plus de fluctuations d'humeur. Il y a des moments où on se sent très bien et des moments où on se sent quand même, extrêmement mal. Donc il faut pas se tromper en disant: «Ben non, puisqu'il y a eu 2 heures où je me suis senti bien, donc ça veut dire que c'est pas du tout une dépression du postpartum», et c'est surtout une erreur que doivent pas faire les professionnels. On peut avoir des moments de bien-être quand on a une dépression du postpartum, mais il faut voir quand même la globalité des périodes. Et d'ailleurs, cette labilité émotionnelle, c'est ce qu'on voit très classiquement en maternité, dans le cadre du baby blues, qu'on n'a pas tellement parlé, mais finalement, le baby blues, c'est quoi? C'est une labilité de l'humeur, quelques troubles parfois du sommeil et une forme d'irritabilité dans les jours qui suivent l'accouchement, qui dure pas. Et donc ça concerne beaucoup plus de femmes, puisqu'on considère que quasiment une femme sur 2 fait un baby blues. Mais en général, dans l'immense majorité des cas, les symptômes disparaissent et puis on reprend le cours de notre vie, classique. Donc cette labilité émotionnelle, on le voit très bien en maternité notamment, puisqu'on va voir une femme, le matin à 8 heures, qui, va plutôt bien. 1 heure plus tard, elle a appris soit une nouvelle qui paraissait, banale, soit sans raison particulière, on la voit en train de pleurer. Et donc ça peut fluctuer à plusieurs reprises dans la journée. Mais il faut pas que ça inquiète, même si ça peut, inquiéter et surprendre parfois soit les patientes, soit leurs conjoints. Tout à fait, ouais. On peut imaginer que ces états, dépressifs ont des conséquences chez le nouveau-né et puis notamment si jamais, il y a une carence affective qui en résulte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bien sûr. Alors ça, on peut l'imaginer, ça c'est sûr, mais c'est surtout que ça a été, prouvé maintenant depuis, une cinquantaine d'années. On connaît bien la clinique de la dépression du nouveau-né et la dépression du nourrisson, qui est une clinique assez subtile, mais qui peut, je trouve, assez facilement, s'expliquer quand on comprend que un nourrisson a à la fois des besoins primaires comme, manger, dormir, respirer, mais aussi des besoins qui sont, on va dire, émotionnels, avoir de l'attention, qu'on puisse s'occuper de lui, qu'on puisse lui procurer de la chaleur humaine. Et quand il y a pas ce type d'éléments, et ben, malheureusement, le nourrisson, dans un premier temps, il va beaucoup pleurer, en général beaucoup solliciter les personnes qui sont autour de lui pour justement attirer les personnes et faire que les personnes lui donnent de l'affection. Et au bout d'un certain temps, au bout de, en général, quelques jours, voire quelques semaines, le nourrisson va comprendre que finalement pleurer ne sert à rien, et donc il va plutôt se renfermer sur lui-même, parfois, se renfermer et s'enfermer dans le sommeil,
et donc passer une bonne partie du temps à dormir. Et dans un second temps, ce qui peut arriver, c'est aussi le fait de s'alimenter moins que ses besoins, de passer du temps à dormir, et puis finalement ne plus être dans les interactions. Donc ça, c'est une clinique qu'on peut voir même en maternité. On peut voir par exemple lorsqu'il y a des nourrissons qui, par exemple lors des accouchements sous X, ça peut arriver que le nourrisson ait moins d'attention que son voisin dont les parents sont toujours présents. Et donc, il peut avoir parfois en une semaine ou 2 des tableaux qu'on appelle d'hospitaline, c'est-à-dire d'enfermement progressif du nourrisson au sein de lui-même. Et donc, ça s'appelle un tableau de dépression du nourrisson. Et alors ça, ce qui est important aussi, c'est de réaliser que il peut avoir ce type de manque d'affection, on va dire, quantitatif. Le bébé n'a pas assez d'amour, pas assez d'affection, pas assez de sollicitation. Et il peut avoir d'autres types de manques qui sont un peu plus subtils. Par exemple, si un nourrisson a une mère qui est, elle, déprimée, ou qui est une émotion, on va dire, très labile et qui peut passer beaucoup de temps à s'occuper de lui, et puis après une rupture complète quand elle se sent pas bien, finalement, ça va être des ruptures itératives dans la relation. Et ça aussi, ça peut avoir un impact négatif sur les nourrissons, puisque finalement, le parent ou l'adulte qui s'occupe de ce nourrisson n'est pas prévisible. Et les nourrissons, parfois, préfèrent justement s'isoler plutôt que d'être sollicités, on va dire, par à-coup, et donc que l'interaction soit plutôt gênante plutôt que positive, quoi. Il y a le côté manque d'affection, on va dire, très classique. L'enfant n'a pas du tout d'affection, mais il peut avoir aussi des interactions et de l'affection, mais de manière tellement discontinue que finalement, inconsciemment, le nourrisson se dit: «C'est un peu risqué d'avoir de l'interaction, avec cet adulte parce que je sais que, ça va s'arrêter à un moment où, je vais pas m'y attendre, quoi». Donc c'est pour ça qu'un des éléments qui est quand même essentiel pour les nourrissons, mais je pense aussi pour les enfants en général, c'est la prévisibilité du parent dans l'éducation. C'est vraiment intéressant. Quelque chose que j'ai retenu aussi de votre cours du DU de grossesse à haut risque de la Sorbonne, de la Pitié, c'est que les troubles somatiques, maman comme bébé, surtout s'ils sont répétés, peuvent nous alerter de tous ces cadres, dépressifs, non? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que parfois, une mère qui est assez déprimée, mais qui n'en a pas tout à fait conscience, ne va pas s'inquiéter pour elle-même et finalement, l'inquiétude qu'elle va avoir va être projetée sur le bébé et finalement, elle va dire: «Moi, tout va bien, mais mon enfant, il respire pas comme ci, il respire pas comme ça, il mange pas assez, il mange trop, il dort pas assez, il dort trop». Et la manière dont ça va se manifester, finalement, cette dépression, c'est le fait ou en tout cas d'épisodes de décompensation anxieuse, on pourrait dire, des passages itératifs aux urgences pour dire: «Mon enfant est comme ci et comme ça». Le pédiatre dit: «Votre bébé, tout va bien, retour à domicile». Et finalement, c'est que la répétition de ces passages qui vont faire dire aux professionnels et parfois au conjoint ou à la famille: «Alors là, il y a quelque chose qui va pas, le bébé va très bien, tu t'inquiètes trop, là, c'est plutôt toi qui va pas bien». Et c'est sûr que parfois ce cheminement entre qui va pas bien, est-ce que c'est le bébé réellement ou est-ce que c'est le parent? Parfois, c'est un cheminement qui est difficile à faire et en tant que professionnel, c'est parfois difficile de faire cheminer, heu, la mère qui va pas bien vers, entre, voilà, vous pensez que c'est votre bébé, mais finalement, c'est plutôt vous qui n'allez pas très bien. Donc parfois, c'est pour ça aussi que la dépression du postpartum, non seulement à mon avis est sous-diagnostiquée, ça il y a plusieurs études qui le montrent, mais aussi le diagnostic est en général un peu tardif, malheureusement. Intéressant et vraiment un message à retenir pour, nos auditeurs, en sous-diagnostic, c'est problématique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter sur le sujet, docteur Guetta? Oui, il y a quelque chose qui m'importe de rajouter, c'est la chose suivante. Ce qui peut aussi se passer parfois, c'est que des nourrissons peuvent peut-être avoir des vulnérabilités physiques. Par exemple, ils peuvent être prématurés ou avec un petit poids de naissance. Et parfois aussi, il peut avoir un cercle vicieux, c'est-à-dire que, étant donné que le nourrisson est prématuré, parfois un petit retard de développement par rapport aux nourrissons de leur âge, il peut y avoir des nourrissons qui deviennent pas tout à fait gratifiants pour les parents. C'est-à-dire qu'ils sourient peu, ils interagissent peu. Et ça, c'est un facteur de risque de mauvaise interaction entre le parent et le bébé. Pourquoi? Parce que un nourrisson qui sourit et qui est avenant, on va avoir envie de s'en occuper. Un nourrisson qui est plutôt renfermé sur soi, on va peut-être avoir moins envie de s'en occuper et on sera moins à l'aise pour s'en occuper aussi. Donc finalement, le paradoxe, c'est que un enfant qui a quelques difficultés, on va dire somatiques, sera peut-être moins investi par le parent et en retour, comme l'investissement sera moins important, le nourrisson, il pourrait avoir tendance aussi à se replier sur lui-même parce qu'il est moins investi. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui est que le nourrisson est fragile, donc le parent
s'en occupe moins et se fragilise aussi. Et étant donné que le parent est fragilisé, il s'occupe moins de son nourrisson qui va moins se développer. Parce qu'il faut bien comprendre que le développement d'un nourrisson, il n'est possible que par, à la fois évidemment son patrimoine génétique, mais par l'environnement, c'est-à-dire par le nombre de sollicitations qu'il va avoir, la qualité des sollicitations qu'il va avoir aussi. Et on peut très bien s'imaginer qu'un nourrisson qui, par exemple, va apprendre assez tôt à imiter le parent en faisant des sourires, s'il est en face d'une personne qui ne sourit pas du tout, qui est complètement apathique, et ben, il va avoir plus de mal à imiter et donc à présenter aussi des symptômes de troubles du neurodéveloppement. Voilà ce que je voulais vous rajouter. Merci pour cet ajout. On peut essayer de synthétiser en quelques mots cet épisode et puis surtout, vous me reprenez si la synthèse n'est pas juste. La dépression périnatale, anténatale et postpartum est vraiment fréquente et sous-diagnostiquée, parfois jusqu'à 1 femme sur 5. Il y a des facteurs de risque importants comme toutes les pathologies psychiatriques ou l'anxiété avant la grossesse ou pendant la grossesse. La dépression du postpartum, elle présente des particularités sémiologiques, comme le fait que les symptômes s'aggravent le soir au lieu de s'améliorer le soir, que les idées suicidaires et le ralentissement psychomoteur soient assez rares, qu'il y ait plutôt des difficultés d'endormissement que des difficultés au réveil, une labilité émotionnelle versus la constance d'humeur et la perte d'utilité pour l'enfant qui doit vraiment nous alerter sur un éventuel risque suicidaire qui arrive. On doit être attentif aux troubles somatiques maman comme bébé et la diminution des interactions avec l'enfant peut vraiment avoir un impact sur son développement psycho-affectif. Tout à fait. C'est très bien résumé. Un grand merci, Dr Guetta, pour votre participation. C'était un plaisir et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.